d'abord, merci pour votre patience et toutes mes excuses. J'ai été pris dans les aléas des transports aériens. Mais je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Mais si je regarde, donc si je comprends bien, Monsieur Nikolov a déjà présenté ce qui se fait. Voilà, malheureusement. Ouais, je veux dire malheureusement. enfin, Oui, heureusement pour nous, etc. Voilà. Très bien. Donc je vais revenir en partant un petit peu de zéro et vous voudrez bien m'en excuser puisque je n'ai pas entendu ce qui a déjà été présenté, donc je ne peux pas précisément, oui ça je n'avais aucun doute sur je ne peux pas précisément y réagir, mais j'aimerais, puisque j'ai 20 minutes, ça devrait tout à fait suffire, commencer par une petite mise en perspective avant de rentrer dans le détail de que cherchons-nous à négocier dans ce processus qu'on appelle en France souvent le TAFTA, mais qui en réalité s'appelle en anglais le TTIP, c'est-à-dire le projet de partenariat transatlantique pour le commerce et les investissements. Première chose que je voudrais dire, c'est que vous ne m'entendrez pas ce soir vous dire que je suis pour ou je suis contre le TTIP ou le TAFTA, tout simplement parce qu'il n'existe pas. C'est un processus de négociation. Et la Commission européenne, jusqu'à ses plus hautes sphères, le président Juncker, Madame Malmström, qui est la commissaire chargée du commerce, sont extrêmement clairs. Ils sont engagés d'ailleurs vis-à-vis du Parlement européen et des États sur le point suivant. Nous voulons négocier un accord qui soit un bon accord, mais nous ne ratifierons pas, nous ne proposerons pas, nous ne soumettrons pas à votre ratification un accord que nous ne considérerions pas bon, positif pour les Européens. Donc un accord, mais seulement si nous arrivons à un bon accord, pas à n'importe quel prix. Et encore une fois, nous sommes en train de négocier, donc je ne veux pas me prononcer sur le résultat de quelque chose qui n'existe pas. En revanche, ce que je peux faire ce soir, et en discuter bien volontiers avec vous et avec M. Nikolov, c'est vous expliquer pourquoi nous négocions et ce que nous négocions, qu'est-ce que nous cherchons à obtenir avec ces négociations. Deuxième chose que je voudrais dire comme élément généraux de perspective, c'est qu'à titre personnel, et j'expliquerai pourquoi, je suis serein sur ces négociations, non pas parce que je suis certain qu'elles aboutiront à un bon accord, j'en sais rien, on verra à la fin, mais parce que les objectifs sont clairs, l'intérêt à négocier me paraît clair, j'expliquerai. Deuxièmement, parce que nous avons cette garantie que nous ne cherchons pas à conclure à n'importe quel prix, et troisièmement, parce que, j'y viendrai, il y a derrière ce processus, l'encadrant, avant, pendant, après, tout un cadre démocratique qui fait que ce n'est pas la Commission européenne. La Commission européenne ne sont pas des bureaucrates d'ailleurs, moi je suis un fonctionnaire bien sûr, hein, je suis un fonctionnaire représentant l'intérêt public européen, là, je suis un fonctionnaire européen, mais le collège des commissaires qui prennent les décisions sont des politiques responsables devant le Parlement européen et élus par le Parlement européen. Et toujours est-il que même ce collège politique, ce n'est pas lui qui va décider. De là, l'entrée en vigueur du traité transatlantique ou pas, si jamais il est décidé, proposé. Ce sont d'une part les parlementaires européens qui devront voter, d'autre part les États membres, et enfin très probablement également tous les parlements nationaux qui devront ratifier ce traité, ce projet de traité, avant qu'il ne rentre en vigueur. Donc nous avons tout ce cadre démocratique qui fait que je suis personnellement serein. Reste encore à expliquer pourquoi nous négocions. Et avant d'entrer dans le détail du commerce franco aussi, mais euro-américain, j'aimerais d'abord rappeler quelques faits qui contribuent à cette mise en perspective. D'abord, l'importance du commerce international pour l'Europe dans son ensemble. Quand on pense commerce international, on a souvent tendance à penser à des géants que l'on estime être la Chine ou les États-Unis. Mais il faut quand même se rappeler que la première puissance commerciale du monde, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas non plus les États-Unis, c'est l'Europe. C'est l'Union européenne qui est la première puissance commerciale du monde, et pas simplement en termes d'importation, mais aussi en termes d'exportation. Le premier exportateur du monde, c'est l'Union européenne. Deuxièmement, il faut garder à l'esprit qu'en termes d'emploi en Europe, le commerce international est très important. En termes directs, ce sont à peu près 20 millions d'emplois qui sont directement dépendants du commerce international.
Et puis, au-delà, il y a des chaînes de valeur extrêmement importantes qui font que le commerce international, ce n'est pas comme on se représente parfois l'affaire de quelques multinationales, c'est l'affaire de dizaines de milliers d'entreprises. Rien qu'en France, je ne parle pas de toute l'Europe, je parle juste de la France, il y a presque 20 000 PME qui exportent vers les États-Unis. Donc, si nous négocions, ce n'est pas pour quelques grands groupes, c'est pour l'économie dans son ensemble, ou en tout cas un très grand pan de l'économie européenne et de l'économie française, et notamment énormément de PME. Derniers éléments de mise en perspective avant d'entrer un petit peu dans les détails. On entend souvent, vous l'avez peut-être entendu à l'instant, j'en sais rien parce que malheureusement j'étais pas là, que l'Union européenne serait la Commission européenne qui négocie avec les États-Unis serait soit une sorte de méchant suppôt, soit des États-Unis, soit des grands groupes multinationaux, soit, parfois les deux à la fois, une organisation naïve qui très probablement se fera manger par des Américains beaucoup plus malins, rusés que nous. Je voulais dire à cet égard deux choses. Pour l'accusation de servir les intérêts de grands groupes multinationaux exclusivement, non. Et je crois qu'il y a une manière très simple de le vérifier, c'est demandez-vous, puisque assortie à cette accusation se trouve généralement l'idée que nous chercherions à négocier une harmonisation par le bas de nos réglementations, de nos normes environnementales, sociales, etc. Mais ces normes environnementales et ces normes sociales, à qui sont-elles dues, si ce n'est à l'Union européenne, qui, par exemple, défend pour la COP21 la position de l'Union européenne, qui est de très loin d'ailleurs, dans le monde entier, la position la plus ambitieuse pour la réduction des émissions climatiques. Les normes environnementales, les normes de santé, de sécurité des consommateurs, l'encadrement par exemple des pesticides, l'encadrement des produits chimiques, tout cela sont des directives européennes. La France d'ailleurs fait l'objet de multiples procédures d'infraction à chaque fois qu'elle ne respecte pas des normes environnementales européennes. Donc pour tout ce qui concerne notre santé, notre environnement, etc., ce sont des normes européennes défendues par la Commission européenne, et la Commission européenne, permettez-moi de vous dire, n'est pas schizophrène, et elle tient à ces normes et elle tient à les préserver. Et par ailleurs, qui, mieux que la Commission européenne, peut lutter et fait preuve d'indépendance vis-à-vis de sociétés multinationales? Eh bien, je crois que la Commission européenne n'a pas à rougir à cet égard, puisque mieux que quiconque, je crois, elle lutte aujourd'hui contre les abus, par exemple en matière de fiscalité, de grands groupes qui peuvent s'appeler Google, qui peuvent s'appeler Apple, et donc qu'ils soient européens ou américains, nous n'hésitons pas à les traduire en justice et à leur demander réparation. Donc voilà, je crois que ces craintes ne sont pas justifiées. Deuxièmement, naïveté, eh bien, je crois qu'il y a une manière très simple de le vérifier. Sommes-nous meilleurs ou moins bons négociateurs que les États-Unis? Nous avons, États-Unis et nous-mêmes, Européens, négocié d'autres accords de libre-échange avec d'autres pays, avec la Corée du Sud, avec le Canada par exemple, récemment. Et dans ces deux cas, eh bien, ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats, les meilleures clauses, si vous voulez, ce ne sont pas les Américains, ce sont nous, les Européens. Et dans les deux cas, les Américains qui avaient conclu avant nous sont revenus vers leurs partenaires, coréens ou canadiens, pour leur dire, écoutez, donnez mieux aux Européens qu'à nous, Américains, il faut qu'on revoie les choses. Donc, je crois que là encore, cette crainte n'est pas justifiée. Maintenant, pourquoi en particulier souhaitons-nous négocier avec les États-Unis d'Amérique? Eh bien, tout simplement parce que si l'Union européenne est la première puissance commerciale du monde, les États-Unis ne sont pas très loin derrière, et à nous deux, les États-Unis et l'Union européenne, nous représentons 40% des échanges mondiaux. Et d'ailleurs, dans ces échanges, il est utile pour nous de nous rappeler que l'Union européenne a un excédent commercial avec les États-Unis de 100 milliards d'euros. Deuxièmement, puisqu'il s'agit d'un accord qui vise non seulement à faciliter le commerce, mais aussi l'investissement, je crois qu'il est utile de se rappeler qu'il y a en Europe 7 millions de personnes, il y a 7 millions de personnes au total qui travaillent soit pour des entreprises européennes aux États-Unis, soit pour des entreprises américaines en Europe. Donc ces échanges d'investissement sont très importants pour l'emploi et notamment pour les PME qui ont grand besoin de financement.
je pourrais vous citer, mais je ne vais pas le faire dans le détail parce que personnellement je crois qu'il vaut mieux attendre les résultats des négociations, différentes études économétriques qui montrent que le résultat d'un accord positif évidemment avec les États-Unis pourrait se traduire par environ 120 milliards d'euros de croissance additionnelle pour l'économie européenne tous les ans. Je cite quand même ce chiffre, même si je crois que les études économétriques doivent être prises avec des pincettes, parce que ça montre un ordre de grandeur tout de même très intéressant, 120 milliards d'euros, on est à peu près dans l'ordre de grandeur, à quelques milliards d'euros près, du budget de l'Union européenne tous les ans. Alors, pour la France en particulier, quels sont les enjeux? Eh bien, c'est très simple, les États-Unis sont le premier client de la France hors d'Europe. Et parmi tous les marchés mondiaux, les États-Unis ont été identifiés par la France, par le gouvernement français, comme le marché le plus porteur à horizon de 10 années. D'autres études que celles que j'ai citées estiment qu'un accord avec les États-Unis pourrait conduire à améliorer de 10% les exportations de la France spécifiquement vers les États-Unis. Donc, voilà pourquoi. Et une chose que j'aimerais dire tout de suite d'ailleurs, c'est que je ne parle pas là uniquement de secteurs industriels, des services, je parle aussi de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et à ce sujet j'y viendrai de façon un petit peu plus détaillée dans quelques minutes, mais juste un fait tout simple, en matière d'agroalimentaire, la France exporte 6 fois plus vers les États-Unis que les États-Unis n'exportent vers la France. Donc nous avons des intérêts offensifs, comme on dit dans le jargon du commerce international, très importants en France par rapport aux États-Unis. Et de même, pour ce qui est des investissements, les États-Unis sont le premier investisseur étranger en France. Ceci étant, les entreprises françaises ont aussi des intérêts très importants aux États-Unis, où elles emploient pas moins de 500 000 personnes dans des filiales américaines de leur société. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que nous négocions? Et concrètement, pour commencer, avant de vous dire qu'est-ce que nous négocions en positif, qu'est-ce que nous ne négocions pas? Qu'est-ce qui ne fait pas partie, contrairement à ce que j'entends souvent, du champ de nos discussions avec les États-Unis? D'abord, les services publics n'en font pas partie. Ça fait partie, alors j'aurais dû le dire tout à l'heure, nous négocions non pas ce qui nous chante, mais sur la base d'un mandat de négociation qui nous a été confié à l'unanimité par l'ensemble des 28 gouvernements de l'Union européenne, y compris la France, bien entendu. Et ce mandat prévoit un certain nombre d'exclusions. Et par ailleurs, nous avons pris en sus de ce mandat un certain nombre d'engagements politiques pour ne pas remettre en cause un certain nombre de choses qui sont importantes aux yeux des Européens. Donc les services publics ne seront pas touchés par cet accord, qu'il s'agisse des services régaliens, de la justice, de la police, etc., mais aussi de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation, des services de l'eau et de l'assainissement, qui sont très importants dans un certain nombre de pays ou de villes ou de régions en France, y compris. Et bien sûr, l'audiovisuel, les services audiovisuels ne font absolument pas partie de cet accord, ils en ont été explicitement exclus. Et deuxièmement, nous avons pris des engagements très clairs pour que ces négociations n'altèrent en rien les procédures concernant nos choix de société fondamentaux. Donc les réglementations telles que REACH, que je mentionnais tout à l'heure sur les produits chimiques, l'agrément des OGM, les procédures d'agrément des OGM en Europe, que nous avons d'ailleurs considérablement renforcé récemment, donnant la possibilité à des États de refuser les OGM sur leur territoire, qu'il s'agisse de leur culture ou de leur commercialisation. Tout ceci ne sera pas remis en cause. Les fantasmes de poulet au chlore, également, nous y sommes engagés. Les hormones de croissance, également, nous y sommes engagés. Nos régulations environnementales et sociales, également, nous y sommes engagés. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que nous négocions? Eh bien, d'abord, comme dans toute négociation classique, nous parlons de droit de douane. C'est la base de négociation commerciale, et on pourrait penser que ça n'a pas grand intérêt avec les États-Unis, puisque, en moyenne, les droits de douane entre l'un côté et l'autre de l'Atlantique sont simplement de l'ordre de 2%. Mais derrière ces 2% moyens, il y a des pics tarifaires qui, dans certains secteurs particuliers, peuvent revêtir un intérêt très important pour les Européens, les entreprises européennes, et beaucoup d'emplois derrière. Je pense, par exemple, et c'est un sujet tout à fait d'actualité, aux produits laitiers. Certains produits laitiers sont taxés à 140% aux États-Unis. Autant vous dire
qu'il y a extrêmement peu de ces produits laitiers-là qui franchissent l'Atlantique, d'autant plus, j'y viendrai tout à l'heure, qu'il y a des obstacles réglementaires importants à leur entrée sur le marché américain. Pour le textile, on est aux alentours de 40%. Les pneumatiques, le ferroviaire sont d'autres secteurs sur lesquels les droits de douane sont importants. Et là, je pense à Michelin, je pense à Alstom, je pense donc à des entreprises françaises. Qu'est-ce que nous négocions d'autre ? À part les droits de douane, nous négocions l'accès au marché public. Les marchés publics européens sont relativement ouverts, les marchés publics américains sont beaucoup plus fermés. Donc nous avons un intérêt très important de ce côté-là, d'accès au marché public américain, et ça concerne en particulier beaucoup d'entreprises françaises qui sont assez largement dépendantes de la commande publique. Je peux penser à des sociétés dans le domaine de l'environnement, du type Suez ou Veolia, etc. Mais prenons aussi l'exemple du ferroviaire que je citais à l'instant. Je pense à Alstom, je pense à Siemens aussi, pour nos amis allemands sont nos amis. Mais ce qui est frappant, c'est que l'Europe exporte des locomotives, des wagons, des équipements ferroviaires partout dans le monde, sauf aux États-Unis, qui est pourtant le premier marché ferroviaire au monde. Vous voyez l'enjeu. Un autre exemple en matière d'accès au marché, pas public cette fois-ci, mais d'accès au marché plus général, il y a des règles qui nous sont très défavorables et qui en plus ont un impact très négatif sur l'environnement. Je pense en particulier à l'interdiction aux États-Unis du cabotage aérien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un avion d'Air France qui va aller à Los Angeles en faisant une escale à New York, si la moitié des passagers descendent à New York, il va voler à moitié vide jusqu'à Los Angeles. Il n'aura pas le droit de reprendre des passagers pour le segment intra-américain. Et donc ça, c'est quelque chose qu'à la fois pour des raisons commerciales et pour des raisons environnementales, nous souhaitons faire changer. Alors, nous négocions aussi sur ce qu'on appelle la coopération réglementaire. La coopération réglementaire, quelque chose qui a suscité beaucoup de fantasmes d'ailleurs. De quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas, certainement pas, de remplacer nos méthodes de législation et de réglementation et nos instances de réglementation actuelles respectives aux États-Unis et en Europe par une autre instance commune. Non. Mais il s'agit de coopérer, tout simplement de se parler et de voir si, dans un certain nombre de domaines, il n'y a pas des divergences qui sont totalement inutiles et très coûteuses en termes d'activité, de potentialité d'échange entre les deux côtés de l'Atlantique. Quelques exemples. L'automobile. Une automobile européenne ou une automobile américaine doit passer par deux processus de certification pour l'ensemble de ses pièces, complètement séparés, aux États-Unis et en Europe. Et pourtant, je pense que peu d'entre vous penseront que les voitures américaines soient moins sûres, ou au contraire beaucoup plus sûres, que les voitures européennes. Les deux sont sûres, mais les méthodes sont différentes et les processus de certification sont complètement parallèles. Donc il y a certainement matière à gagner dans ce domaine-là. Autre exemple tout proche de nous, peut-être un peu plus anecdotique, mais je ne pense pas dans la région niçoise, l'huile d'olive. Eh bien, l'huile d'olive, on contrôle les pesticides. Le taux, la présence ou pas de pesticides dans l'huile d'olive. Et l'ennui, c'est qu'on le contrôle après, lorsque de l'huile d'olive veut être exportée sur le marché américain, on le contrôle à l'arrivée. Donc l'huile d'olive fait tout le trajet, et c'est ensuite à l'arrivée qu'on va la contrôler. Alors si jamais elle est contrôlée positive, entre guillemets, avec des pesticides, il va falloir la renvoyer. En plus, les marchandises sont stockées longtemps, ça coûte cher, c'est compliqué. Bref, il serait tout simple, il me reste 2 minutes. Donc, j'ai parlé trop longtemps, comme à mon habitude. Je vais passer, donc voilà, l'huile d'olive, un exemple. Un autre exemple agricole, les produits laitiers à nouveau, mais aussi les fruits et légumes. Il y a des procédures d'agrément qui sont tellement compliquées, tellement longues aux États-Unis, que, par exemple, tous les produits laitiers frais français, aucun d'entre eux n'a jusqu'à présent réussi à être agréé pour commercialisation aux États-Unis. Et de même pour les fruits et légumes, les pommes par exemple, mais on peut penser à plein d'autres fruits et légumes, ils ne sont pas commercialisés aux États-Unis, alors que la France et l'Europe plus généralement en exportent partout dans le monde, à cause de procédures d'agrément qui coûtent très cher et qui peuvent prendre parfois jusqu'à plus de 10 ans. Donc voilà le genre de choses que par la coopération réglementaire nous cherchons à faire évoluer. Je voulais dire simplement une chose là-dessus, s'il me reste encore 30 secondes, là-dessus, mais j'ai encore un sujet après, c'est que tout ça concerne beaucoup plus les PME que les grands groupes, parce que les grands groupes ont des services administratifs, des services juridiques, etc., qui ont les moyens de prendre en charge
des procédures douanières, des formalités compliquées, etc. Les PME, non. Donc sur ce sujet-là, nous travaillons avant tout pour les PME. Dernier sujet, et j'en aurais terminé cette chronique, la protection des appellations d'origine. C'est un sujet très important pour un certain nombre de secteurs agroalimentaires, y compris ceux d'ailleurs que j'ai cités, parce que je pense au fromage en particulier, je pense à certains fruits et légumes, mais je pense aussi au vin, à tout le secteur du vin. Et là, nous avons des producteurs et des associations de producteurs françaises en particulier qui sont très demandeurs. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis règne le droit de la marque. Et le droit de la marque, évidemment, est tel que nos produits, appellations d'origine protégées, ne sont pas protégés aux États-Unis. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels nous avons des intérêts extrêmement importants, arriver à faire en sorte, comme nous y sommes parvenus tout récemment au Canada, et aussi en Corée, les accords que j'ai cités, à faire reconnaître un nombre le plus élevé possible de ces appellations protégées aux États-Unis. Voilà, j'en ai terminé sur ce que nous négocions. Et je n'ai pas parlé d'un sujet, j'en parlerai pas maintenant parce que je suis sûr que ça vient dans le débat, peut-être que M. Nicolas va en a parlé, c'est la protection des investissements.